Bonsoir tout le monde, mon nom est Xavier-Antoine Lalande, je suis maire de la ville de Saint-Colomban. Vous êtes maintenant à l'écoute d'une rencontre d'information concernant le projet règlement 3001-2021-13, secteur Bonnybrook. Donc, pour vous mettre dans le contexte, nous venons de mettre fin à la consultation écrite le 29 avril dernier. Donc, nous avons décidé de faire une séance d'information afin de répondre aux questions qu'a généré ce changement de règlement-là. Donc, ce soir, il va y avoir une présentation des éléments sommaires. Vous allez voir, ce n'est pas un règlement qui est très compliqué. Il est assez simple à expliquer. On a déjà expliqué des plus compliqués que ça, mais on comprend très bien que ça suscite des questions. Et aujourd'hui, la séance, donc la rencontre d'information, va servir à répondre, je le souhaite, à l'entièreté de ces questions-là. Je suis accompagné ce soir de M. Dominique Lirette, directeur du service aménagement, environnement et urbanisme, donc à ma droite, et à ma gauche de la directrice générale, Maître Stéphanie Parent. Chacun d'entre eux vont avoir un rôle à jouer ce soir. Donc, je vais expliquer un peu le contexte de chaque présentation de diapositives. Et ensuite, les différentes personnes qui sont avec moi vont avoir à expliquer le contexte. Maître Parent va plutôt se concentrer sur la procédure à suivre suivant la première adoption du règlement. Et M. Lirette va venir expliquer un peu les impacts du changement de zonage, là, le règlement que l'on propose pour la zone notamment du H1 161. En ce qui concerne la période de questions, je tiens à vous aviser d'entrée de jeu que toutes les questions qui vont viser les intérêts du propriétaire en question, je n'y répondrai pas publiquement. Vous comprendrez que si l'objectif est de négocier sur la place publique, eh bien, je n'y répondrai pas. Si ce sont des questions d'ordre général, ça va me faire plaisir toutefois d'y répondre. Donc, tenez-vous-le pour dit. Je me réserve un droit de ne pas répondre pour les conséquences que ça pourrait générer. Donc, ça nous amène au document en question. On peut peut-être changer la page présentation. Donc, on va commencer avec la présentation des cartes. Donc, il y a deux zones en question, C3093, pardonnez-moi, et H1 161. Je cède la parole à M. Dominique Lirette qui va expliquer concrètement les mesures du changement. Alors, bonsoir. La mesure du changement, c'est d'agrandir la zone H1 161 à partir de la zone C3 093. Donc, on diminue la zone C393, donc on change les limites de la zone pour agrandir la H1 161. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, comme vous voyez, là, on réserve finalement la zone C393 là, au secteur qui est le plus au nord-ouest du territoire et tout ce qui entoure actuellement là, les maisons résidentielles déjà construites. Là, on vient y donner un retour là, en zonage H1 161, qui est le même zonage que les propriétés qui sont déjà construites, notamment sur la rue de l'Oiselet, rue de l'Aigle, rue Bonnybrook, rue Fauvette. Oui, pour vous donner une idée là, des classes d'usage qu'on nous a permises dans ces zones-là, parce qu'on ne touche pas aux classes d'usage. Donc, exemple, le commerce récréotouristique, la classe C4 qu'on retrouve dans la zone C3 093. On a exemple des établissements d'hébergement, des résidences de tourisme, des cinéparcs, camping, des camps de groupe organisés, des centres récréotouristiques, des salles et terrains de squash, racquetball, tennis, l'équitation, etc. Il y a une panoplie d'usages qui sont permis dans cette zone-là. Là. Donc, on vous a présenté une liste sommaire. Il y en a une quarantaine, donc c'est pour ça qu'on a bien indiqué, là, etc. Tout ça, c'est disponible dans notre règlement 3001, là, qui est disponible sur le site Web, ou si vous en faites la demande à la Ville, il n'y a pas de problème, il peut être transmis. C'est un document qui est public. Donc, voici la liste des usages là, qui sont en question pour le C3093. Comme M. Lirette l'a mentionné, là, il n'est pas question de venir jouer dans les usages là, concernant le zonage C4. Même chose pour le H1 161. M. Lirette va vous en faire la présentation. Et ce que ça implique aussi. Oui. La classe d'usage H1 161, c'est une classe d'usage qui permet uniquement les constructions d'habitations unifamiliales isolées. Par exemple, les dimensions permises, dont la superficie minimale d'un bâtiment de 65 mètres carrés au sol. Par exemple, pour un terrain de 40 000 mètres carrés, la superficie habitable pour une habitation pourrait atteindre 12 000 mètres carrés. Là. Donc, c'est un ratio plancher-terrain de 0,3. C'est un calcul. Là.
La largeur minimum d'un bâtiment principal doit être au minimum 6 mètres. Et la hauteur maximale d'un bâtiment, c'est 12 mètres au fait du toit. Donc, ça ne peut pas excéder plus que 2 étages. Donc, ce qu'on considère, c'est habitation unifamiliale isolée seulement. Donc, c'est les bungalows, les cottages, des choses comme ça. Nous avons construit la présentation de ce soir, bien sûr, en fonction des différentes questions que l'on a reçues de la population. Donc, une chose qui est très importante à noter, là, dans le zonage H1, c'est le même type de propriété que l'on peut retrouver, par exemple, sur la rue des Fauvettes, Bonnybrook, Aigle, Gilbert-Garot. Donc, c'est des maisons unifamiliales isolées. Donc, aucune unité de condo, aucun multilogement. Ça, c'est super important. Donc, malgré la dimension des 40 000 m², là, ça ne sous-entend pas une tour, par exemple. C'est uniquement une maison unifamiliale isolée. Ici, on a mis le ratio plancher-terrain là, à 0,3. Évidemment, là, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des maisons de 12 000 m² sur le terrain. C'est simplement pour vous indiquer que ça ne peut pas occuper plus de 30 du terrain au niveau du bâtiment principal. Ça, c'est au niveau surface habitable. Hein. Donc, ça peut être, par exemple, sur 2 étages avec sous-sol, ça peut être maximum 4 000 m² si c'est sous-sol, rez-de-chaussée, étage. Puis, on se promène avec 2021, la réglementation actuelle, la grandeur minimum des terrains sur une nouvelle rue sont 40 000 m². Et la grandeur minimum de terrain sur des rues déjà existantes, là, c'est 4 000 m². Par exemple, en 2013, on n'avait pas de réglementation sur la protection et la coupe d'arbres. Aujourd'hui, on en a une. En 2021 également, on a une protection pour les milieux humides et les bandes riveraines. En 2013, il n'y en avait pas. Et actuellement aussi, on a une réglementation sur le reboisement en 2021, qui n'existait pas non plus en 2013. Et les frais de parc ont quand même changé. En 2013, c'était 7,5 % de compensation de frais de parc, et maintenant, on est rendu à 10 %. Donc, cette feuille-là vient répondre un peu, on l'a vu un peu dans les questions que nous avons reçues. Là, on se demandait en quoi c'était différent. Est-ce que c'était un retour en arrière? Donc, pour nous, là, c'est très important. En 2013, là, c'était 3 000 m² dans l'éventualité où il y avait un plan de lotissement ou un projet de lotissement qui se serait fait sur ce terrain-là. Maintenant, à cause de l'existence de l'orientation 10, hein, qui est une orientation qui est appliquée au schéma d'aménagement de la MRC Rivière-du-Nord, on a une feuille un petit peu plus loin, on va vous expliquer c'est quoi le concept. Donc, s'il y avait une création de nouvelles rues sur le territoire en question, donc les terrains devraient être lotis à des grandeurs minimales de 40 000 m² pour des rues déjà existantes. Donc, le secteur de la rue Bonnybrook, donc qui longe le territoire ou le terrain là, en question, c'est des terrains de 4 000 mètres. Là, ici, ce qui est super important, à l'époque, là, en même temps qu'il n'y avait pas de protection des milieux humides, mais il n'y avait pas de bande riveraine non plus de milieux humides, parce que les bandes riveraines existaient, mais ce qui était ajouté, c'est une bande riveraine sur les milieux humides. Donc, c'est une double protection pour éviter justement qu'il y ait une empreinte humaine là, du développement résidentiel dans ces milieux-là. Règlement de protection contre les coupes d'arbres, bien, pour des terrains, par exemple, de 40 000 m², c'est 90 %. Donc, il faut protéger au niveau de l'espace naturel. Donc, règlement de reboisement aussi, on a des politiques, on a des règlements qui s'appliquent. Frais de parc, très intéressant. Donc, si le projet en 2013 avait eu lieu, il y aurait eu un moins grand pourcentage. Donc, c'est quand même des éléments qui sont importants. Puis, je ne vous cacherai pas que l'application de l'orientation 10, là, ça change tout le C3. Là, on vient de concentrer à l'entrée du golfe. Et un secteur, là, ça représente environ là, 115 000 m². Et le restant, là, on parlait d'un terrain de 550 environ, là, 550 000 m² complet. Et là, ça, ce secteur-là, là, c'est 116 000 m². Donc, il faudrait faire 550 moins 116, puis on aurait le restant de la dimension, si je ne m'abuse. À la prochaine carte, s'il vous plaît. Donc, concernant l'orientation 10, peut-être que vous en avez déjà entendu parler dans le passé. C'est un élément, je vous dirais, essentiel actuellement dans l'aménagement du territoire, que toutes les villes qui se situent au niveau autour de la communauté métropolitaine de Montréal ont l'obligation de considérer. Donc, M. Lirette va vous expliquer là, sommairement d'où ça sort, c'est quoi
à quoi ça sert, puis c'est quoi les contraintes que ça génère sur le territoire. Et les bons coûts aussi, bien sûr. C'est ça. Bien, à la base, le gouvernement du Québec, on fait des orientations. Et puis, lors du plan métropolitain d'aménagement et de développement pour la CMM, ils ont défini une nouvelle orientation, qui est l'orientation 10, le terme qu'on utilise toujours. Donc, cette orientation-là touche tous les MRC qui sont périmétropolitaines à la CMM. Cette orientation-là demande de contrôler ou d'encadrer l'urbanisation des territoires, là, en évitant le plus possible l'étalement urbain. Donc, en 2018, la MRC a introduit cette notion-là dans le schéma d'aménagement. Et nous, évidemment, on a l'obligation d'adopter ces orientations-là. Et ça s'est traduit, évidemment, par la consolidation du tissu urbain en exigeant, évidemment, pour toutes les nouvelles rues, des lots d'une superficie de 40 000 mètres, et contrairement à 44 000 mètres qui était auparavant. Et ça, ces orientations-là... Au cas, l'orientation 10. Donc, à ce titre-là, on inscrit jusqu'aux prochaines orientations gouvernementales. On pourrait être plus sévère. Nous, on s'attend à ce que, finalement, l'emprise de la CMM et des orientations d'aménagement du territoire perdure dans le temps, sinon se prolonge. Mais on ne peut pas le prédire, malheureusement, parce que ça joue au-dessus de nous. Mais si vous suivez un peu le débat sur l'étalement urbain, vous allez avoir un petit peu une idée où ça peut se diriger. Malheureusement, on ne peut pas prendre des positions pour lesquelles on n'a soit pas de réponse ou sinon on n'occupe pas les sièges. C'est vraiment une décision qui va se passer au niveau provincial. Mais une bonne nouvelle, c'est que Saint-Colomban participe à des tables, participe à des comités qui vont nous permettre d'être au courant puis d'influencer les choses. La prochaine. Donc, ça nous amène au processus d'adoption réglementaire. C'est la dernière feuille avant la période de questions. Moi, j'ai monté là, une période de réponse aux questions que j'ai déjà reçues. Je vais les défiler. J'en ai 13 environ. Puis ensuite, il va y avoir la période de questions au public. Donc, il y a eu l'avis d'assemblée de consultation publique suite au COVID et au décret. En fait, ça s'est tenu par écrit. Donc, ça a été tenu. Les prochaines séances du conseil municipal prévues le 11 mai devraient avoir adoption du second projet. Et par la suite, il va y avoir l'avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Là, ça, c'est une procédure en soi qui va être tenue entre le 11 mai et le 8 juin. Il va y avoir des avis publics là, qui vont être publiés sur le site Internet de la Ville. Et là, je vais être claire, là, ça va se tenir quelque part entre le 11 mai et le 8 juin, mais ça n'inclut pas toutes ces dates là. Donc, soyez à l'affût et vérifiez le site Web pour vraiment connaître la période dans laquelle il va y avoir l'avis public. Par la suite, le 8 juin, prévu à la séance conseil municipal l'adoption du règlement. Et le règlement d'urbanisme est soumis à approbation par la MRC de la Rivière-du-Nord. Et c'est cette approbation-là qui fait en sorte que le règlement entre en vigueur à la date de l'approbation. Et si notre calendrier suit son cours, là, ça devrait être prévu pour le 23 juin. Merci beaucoup. Donc, moi, je vous ai préparé quelque chose. Donc, maintenant, qui est une excellente question. Donc, comme vous le savez, la Ville de Saint-Colomban était prise un peu dans un processus judiciaire qui nous a amenés jusqu'à la Cour suprême. Donc, le propriétaire a poursuivi la Ville parce qu'il présumait subir une expropriation déguisée. Bien sûr, la Cour d'appel a renversé la décision. La Cour suprême a confirmé ça. Ce que faisait le propriétaire, finalement, c'était d'attaquer un droit qui est assez inaliénable au niveau du municipal, c'est-à-dire de déterminer l'aménagement de son territoire. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en 2008 jusqu'à 2013, il y avait deux zonages possibles. Hein. Il y avait le C4 et il y avait le H1 aussi. Donc, en 2013, ce qui a été fait, ça a été de retirer le zonage habitation. Et là, ce qu'on propose, c'est de le ramener, mais avec des règlements différents là, qui viennent jouer sur la densité d'occupation du territoire, qui, je pense, c'est un enjeu ici. Donc, d'entrée de jeu, là, nous, notre souci, là, c'était de prendre la meilleure décision possible, OK, pour l'ensemble des parties, la ville, la population, les riverains et le propriétaire. Donc, pour nous, là, la solution gagnant-gagnant, là, c'est l'excessif de mesurer les impacts que ça peut avoir. M. Lirette vous a listé un peu un exemple de projet qui pouvait exister.
et de comparer finalement à ce qu'on peut faire au niveau d'un projet résidentiel à faible densité. C'est ce qu'on a fait. Donc, on s'est engagé dans des rencontres avec le propriétaire parce que c'était important, après le processus judiciaire, finalement, d'entendre toutes les parties. Ce qui a été fait aussi, comme vous le savez, là, on est allé travailler sur la réglementation au niveau du camping. Puis je pense qu'au niveau des membres du conseil, ce qu'on a constaté, là, c'était une prise de position populaire sur l'impact qu'aurait un usage camping, un usage récréatif intensif. Donc, à la mesure de ces éléments-là, ce qu'on propose ici, là, finalement, c'est une solution gagnant-gagnant. On le sait à travers nos rencontres qu'on a fait avec le propriétaire que l'idée de revenir à un zonage résidentiel était une possibilité plus que désirée de sa part. Donc, bien sûr, on a parlé de l'orientation 10. C'est sûr que c'est un élément. Puis c'est pour ça qu'on a travaillé de manière assez ouverte au niveau des rencontres avec le propriétaire. Non, il n'y en a pas de projet encore, simplement parce que le changement de zonage est une initiative de la Ville. Okay? C'est une vision qu'on propose à long terme sur l'usage de ce terrain-là qui limiterait, je le répète encore, là, les impacts négatifs sur le territoire. Puis c'est aussi une approche gagnant-gagnant en fonction de... Vous le savez, si jamais il y a un projet résidentiel qui vient d'être déposé, à cause des frais de parc, il y a une opportunité d'acquérir des terrains. Donc, la Ville, finalement, là, elle reprend un peu le contrôle sur son destin. Et dans l'éventualité où il y aurait un projet résidentiel, bien, la Ville a l'opportunité, si elle le désire, d'acquérir des terrains ou sinon elle peut le prendre en argent. Donc, c'est une opportunité qui, à notre avis, peut être bénéfique pour la Ville de Saint-Colomban. Maintenant, qu'arriverait-il des milieux humides? Bien sûr, ces milieux humides-là sont soumis au règlement du ministère de l'Environnement. Ça ne fait pas exception. Comme vous l'avez vu à l'intérieur de nos règlements, on est quand même assez sévère à Saint-Colomban si on se compare aux autres villes. Donc, et ce que je voulais dire aussi, tout ce qui concerne l'impact sur la faune, la flore, bien ça, c'est des choses qui sont analysées lorsqu'il y a un dépôt de projet de lotissement, qu'il y a un dépôt de plan image. À la signature du protocole d'articulation, sur la sécurité des quartiers résidentiels. Je vous ramène encore une fois, l'essence même de la décision du conseil municipal, c'est de comparer l'impact d'un usage récréatif intensif et la possibilité de faire un changement de zonage résidentiel à faible densité. Donc, pour nous, comme vous le savez, là, le propriétaire a déposé publiquement dans les médias l'intention de réaliser un projet de camping de 500 sites. Donc, 500 sites où il y a quand même du transport, il y a de la circulation, il y a des changements au niveau des occupants de ces terrains-là. Donc, jamais on prévoit qu'un zonage résidentiel, habitation, aurait le même impact qu'un zonage récréatif intensif. Pensez même à un cinéparc, cinéparc soirée, soir après soir, 2-3 représentations, l'impact de circulation que ça pourrait avoir, un projet récréo-touristique, hébergement touristique, toutes les allées et venues là, que ça génère, c'est beaucoup moins qu'un projet résidentiel, donc habitation à faible densité. S'il y a un plan de lotissement résidentiel, donc, comme j'ai dit, on se questionnait beaucoup de communication qui a été envoyée. On a compris dans le secteur qu'il y avait un manque de terrain public. Ça a été entendu. Ce sera considéré en temps et lieu. Donc, projet résidentiel doit se conformer à nos règlements. Ça, c'est très, très, très important. Donc, on le dit, on distingue 2013 de 2021. Puis, ce qui est important à savoir, c'est que le conseil municipal a un pouvoir de décision au niveau des clauses dans un protocole d'entente. Il faut que ça soit conforme à nos règlements, puis c'est un pouvoir discrétionnaire. Hein. Il n'y a pas d'obligation à un conseil municipal de signer un protocole d'entente, ça c'est très important. Donc, c'est un pouvoir qui appartient au conseil municipal. S'il y a des modifications particulières, PIA, est-ce qu'il peut y avoir un PPU, est-ce qu'il peut y avoir un PAE, plan d'aménagement d'ensemble, plan particulier d'urbanisme, plan d'intégration, implantation architecturale, CCU, comité consultatif d'urbanisme. Donc, il y a différents outils urbanistiques qui peuvent être utilisés. Ce qu'il faut comprendre toutefois, c'est qu'on ne crée pas une nouvelle zone, hein? On vient jouer finalement avec les frontières. On étire la frontière du H1 161. Donc, s'il fallait faire un PIA ou un PPU, bien, ça s'appliquerait à l'ensemble de la zone H1 161.
Donc ça, il faut comprendre que si on venait à travailler sur un projet pour la zone non construite encore, bien, ça aurait des impacts sur le cadre déjà bâti du territoire. Donc ça, c'est à considérer si jamais on décide d'aller là. Oui, c'est toujours bien de valider avec le directeur. 7, absence, oui, je l'ai dit plus tôt, plusieurs communications nous faisaient part d'absence de parc, espace public, plusieurs commentaires. Donc, notre proposition, là, elle cherche un peu à répondre à ça. Vous le savez, dans les usages C3-93, on vous a listé le récréo touristique à usage intensif, mais il y avait aussi du P qui est possible. Si je ne m'abuse. Donc, P, c'est espace public, espace vert, bâtiment public aussi. Là, donc, ça pourrait être un bâtiment d'ordre public. Donc, ça, c'est des décisions qui viendraient après. Donc, il y avait aussi un souci concernant les arbres. Donc, on l'a spécifié, hein, notre règlement sur la coupe d'arbres s'appliquerait et le règlement sur le reboisement aussi. Là, on a certaines mesures qui sont applicables. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. L'orientation 10, qu'arrivera-t-il en 2035? On y a répondu plus tôt. On ne peut pas garantir finalement parce que c'est hors de notre contrôle, mais tous les signes indiquent que la pression pour contrer l'étalement urbain va s'amplifier avec le temps. Qu'adviendra-t-il du C3093 restant? Bien, je l'ai mentionné un petit peu. Il faut comprendre, là, la Ville de Saint-Colomban n'est pas propriétaire du terrain. Donc, on a eu beaucoup de questions et de commentaires de citoyens qui formulaient le souhait que la Ville achète le terrain du golfe Bonnie-Brook, mais ça fait partie des éléments qui ont été discutés dans les rencontres avec le propriétaire. Vous comprendrez que les demandes du propriétaire, suivant la dimension du terrain et l'état de celui-ci, en fonction du montant recherché, là, ça ne correspondait pas du tout à la réalité du marché. Je vous donne un exemple. Tout le monde connaît le lac Jérôme. Donc, le lac Jérôme a été acheté au prix de 2,7 millions de dollars. C'était 10 millions de pieds carrés. Là, on est à 5 millions. Ça se considère dans la réalité. Le conseil municipal a réfléchi à cette possibilité-là, mais vous savez, redonner la vie à un sol, ce n'est pas évident. Puis si on veut accélérer le processus de vie du sol, ça a un coût extrêmement important. Donc, au niveau des unités de condo, j'espère que ça a été clair. Ce n'est pas parce qu'il y a des plus grands terrains qui seraient permis dans la proposition que l'on fait qu'il y aurait un autre type de bâtiment, c'est maisons unifamiliales isolées. Donc, il y a eu des citoyens qui ont posé des questions sur les intérêts pécuniaires reliés au changement de zonage en pensant que c'était une question d'argent. Écoutez, ce n'est absolument pas une question d'argent. On a pris cette décision-là, je vous le répète, là, on considère que c'est la meilleure décision possible avec l'information que l'on a actuellement au niveau de l'impact que ça peut avoir à long terme sur le territoire. Donc, si on voulait y aller avec l'argent, là, on est convaincu qu'un projet récréatif intensif, là, bien développé, là, pourrait être générateur de revenus beaucoup plus qu'un zonage résidentiel à faible densité. Ensuite, donc on a répondu aux différents usages de la classe C3. Ça a toujours été, hein, cette question-là un petit peu plus tard. Remboursement, même chose. Donc, se questionne concernant l'urgence d'agir dans le contexte de pandémie actuelle. Je vais le répéter encore, là, mais moi, ça fait depuis 2013 que je suis ce dossier-là, à la mairie 3 ans. Donc, à la lumière des informations qu'on a, à la lumière des rencontres qu'on a eues avec le propriétaire, à la lumière de la réaction des gens qu'on a fait un changement réglementaire au niveau du récréatif intensif, on considère vraiment que cette proposition-là, là, c'est la meilleure proposition à long terme pour tout le monde. C'est pour ça qu'on fait cette proposition-là. Donc, là, moi j'aurais terminé de mon côté. Je prendrai les questions qui ont été écrites directement sur le site. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Quelques-unes. Je vous écoute, Mme Saint-Pierre-Desjardins, avec toute l'émotion que vous êtes capable d'avoir dans vos mots. Oui, bonsoir. OK, la première question est de Mme Stéphanie Wiki-Gilbert-Garot. Bonsoir. Quel est le projet du parc sur le golfe et le stationnement est-il prévu? Pouvez-vous répéter, Mme? Quel est le projet de parc? Bonsoir. Quel est le projet de parc sur le golfe et le stationnement est-il prévu? Qu'il y a un projet qui est déposé au service de l'urbanisme. Donc, c'est précipité comme question. Le jour où la Ville pouvait devenir propriétaire de ce terrain-là, je ne dis pas que ça le serait, mais là, ce serait dans les mains de la Ville de répondre à cette question-là. Là, ça n'est pas dans nos mains, malheureusement.
La prochaine question est de André-Marc Charbonneau, rue Bonnybrook, qui demande, dans le cas d'un terrain de 4000 m², quel est le frontage sur rue minimum selon le règlement actuel? C'est la même mesure que l'ensemble du H1 161. Donc, on est à 50 mètres de frontage, à 4000 m². D'accord. La prochaine question de Gisèle Bobbs. Serait-il possible de voir les cartes en personne? Ils ne seront pas différentes nécessairement de ce qu'on a projeté sur l'ordinateur. Les cartes en personne sont disponibles. Voulez-vous répondre? Je n'ai pas concrètement. Les cartes sont présentement disponibles sur le site Web. Pour la mise en œuvre de l'orientation 10, quel est l'impact de cette résolution dans le présent cas? Merci. Voulez-vous, M. voulez-vous? Parce qu'il y a eu. Ouais. Je pense que c'est le RCI, hein? Oui, si je me rappelle bien, moi, je venais de rentrer en fonction. Ça n'a jamais été approuvé, justement, parce qu'il y avait. C'est ça, c'est le ministère qui l'avait refusé, mais souvent, un RCI, là, ça vient donner le temps, finalement, aux instances publiques de changer le règlement pour éviter les impacts et éviter les imbroglios dans la période de temps où on vient changer les règlements. Donc, ce que M. Lirette a expliqué au niveau de l'orientation 10, c'était que la date de la MRC Rivière-du-Nord pour déposer des projets et bénéficier d'un certain droit acquis là, de la part de développeurs, là, on était autour de septembre 2018. Donc, tout projet qui apparaît à la Ville suivant septembre 2018 doit prendre en compte, pardonnez-moi, l'orientation 10. J'espère que je peux répondre, sinon il faudrait adresser la question à la MRC. Et M. Alexandre, j'ai un blanc, Fortier pourra répondre à votre question, Madame. Structurelle pour au retard d'infrastructures urbaines qu'a subi le territoire. Mais je vous répète, ici, la décision, là, c'est de mesurer l'impact d'un zonage récréatif intensif à celui d'un projet résidentiel. C'est vraiment à partir de cette base-là que le conseil municipal a décidé de proposer ce changement réglementaire-là. Donc, certainement, vous savez, un cinéparc à 700 véhicules, à 2 représentations par soir, un centre d'hébergement hôtelier, un camping, ça génère beaucoup plus de déplacements qu'un projet résidentiel ou un plan de lotissement à faible densité, comme on le propose ici. Merci. On a encore une question de Mme Gisèle Bobbs, rue Bonnybrook, qui dit « Y aura-t-il une nouvelle voie d'accès pour ces nouvelles demeures? Sinon, énormément de trafic sur Bonnybrook. Qu'en est-il des besoins d'approvisionnement d'eau? La rue du Golfe débouchera-t-elle sur Saint-Paul? » Non. À la dernière portion, la rue du Golfe, c'est non. Pas à court terme, à tout le moins. Là. La Ville n'est pas propriétaire du secteur nord entre la rue du Golfe et la côte Saint-Paul. Puis il y a une ligne hydroélectrique aussi là, qui vont de l'ordre de 50, 27 et plus, donc densité à l'hectare. Ici, là, si vous calculez avec du 40 000 m², là, on est à 0,5. C'est 0,25. 0,25 logements à l'hectare, parce qu'un hectare, c'est 10 000 m². Donc, s'il y a une unité d'habitation sur 40 000 m², donc c'est 0,25 à l'hectare. Donc, certainement, ces objectifs-là viennent finalement à alléger ou à espacer l'impact de l'occupation du territoire. Il y avait peut-être un autre élément dans la question de Mme Hobbs, je ne sais pas si j'y ai répondu. Il y avait la nappe phréatique, il y avait l'impact sur la circulation. Et l'eau. Oui, c'est ça. Et l'eau. Donc, l'impact de la densité, il s'applique à la fois sur l'eau que sur le transport. Là. Ça, on peut. Pardon, la prochaine encore de Mme Josée Pratt, rue des Fauvettes, qui dit « Il me semble que la résolution intérimaire contourne l'orientation 10. Elle permet l'étalement. » Bien, voulez-vous... Donc, M. Lirette mentionne qu'il faudrait regarder avec la MRC, parce que ça, c'est des orientations qui ont été acceptées au niveau du ministère des Affaires municipales, au niveau de la MRC. Nous, ce qu'on vient faire, on vient respecter là, ce qui est inscrit dans le schéma d'aménagement. Donc, on vient travailler en fonction des objectifs de densité qu'on nous impose. Donc, s'il y a création de nouvelles rues, c'est des lots, c'est un lotissement de 40 000 m², puis sur des rues déjà existantes,
c'est un 4000 mètres carrés. Ça s'applique. Les rues déjà existantes, ce n'est pas un concept particulier. D'accord. Une autre question de André-Marc Charbonneau, rue Bonnybrook. Si aucune nouvelle rue n'est demandée par le promoteur, quelle est la quantité maximale d'unités possible? Si de nouvelles rues sont construites, cela permettra-t-il plus d'unités? Je n'ai pas entendu la dernière partie, Karine, de la question. La dernière partie était si de nouvelles rues sont construites, cela permettra-t-il plus d'unités? Je ne peux pas répondre autrement que ce que je viens de répondre, à moins que M. Lirette, vous avez une autre réponse. Parce que, ultimement, là, c'est pas à nous à dessiner le projet en tant que tel. Hein. Je crois que normalement, un promoteur va travailler avec des professionnels qui vont prendre en compte notre réglementation, vont faire des propositions à la Ville de Saint-Colomban, au service d'urbanisme. Le service d'urbanisme va s'assurer que la proposition répond à l'entièreté de notre réglementation. Une fois ça, c'est soumis au conseil municipal, puis le conseil municipal doit s'assurer que le projet qui lui est présenté répond aux orientations que lui veut donner à son aménagement du territoire. Donc, il y a différentes possibilités. Là. Un propriétaire pourrait décider de faire... Vous savez, la façon dont Saint-Colomban est conçu, là, ça c'est un règlement d'ordre général, mais Saint-Colomban a été divisé en rangs, hein, puis il y a beaucoup de particularités dans le découpage des terres qui a pu se faire. Donc, la norme minimale, en imposant un frontage minimal et en ne travaillant pas sur la profondeur, ça facilement faire un frontage plus large. Le règlement, c'est 4000 mètres carrés minimum, frontage minimum 50 mètres. Mais on pourrait facilement faire 60 mètres puis aller chercher un 5000. Ça, c'est vraiment l'orientation, puis c'est les professionnels du propriétaire qui viennent finalement proposer des choses à la Ville de Saint-Colomban. Si vous me permettez, je peux ajouter aussi que la première chose qu'il y a à faire, le promoteur ou la personne qui appartient au terrain, c'est une caractérisation environnementale avant de déposer des rues. C'est la première chose. Après ça, il travaille à partir des éléments naturels qui retrouvent sur le terrain, puis c'est là qu'il définit combien il peut faire le terrain, où il peut passer les rues, des choses comme ça. Donc, la première étape, c'est une caractérisation. Est-ce que ça répond aux deux volets de la question de M. Charbonneau? Oui. La suivante vient de Françoise et Robert rue des Fauvettes qui demande y aura-t-il un référendum pour les étapes subséquentes? Je crois que Maître Parent en avait Maître Parent y a répondu, en effet. Et une prochaine question de Nathalie Rupert-House, je suis désolée pour la prononciation, sur la rue Gilbert-Garot, qui dit « Advenant qu'il y ait un projet récréo-touristique qui se développe sur le C3 093 par le propriétaire, serait-il possible de s'assurer que nos rues ne soient pas encombrées par les visiteurs? Par exemple, panneaux stationnement interdits. » Oui, tout est possible. Là. Ça, c'est vraiment de l'applicabilité de règlements municipaux là, qui s'appliquent, je vous dirais, en fonction des conflits d'usage. C'est déjà arrivé dans le passé que parce qu'il y avait un usage particulier sur un territoire, ça a généré une nuisance, puis la Ville a pu réagir. Donc ça, c'est des pouvoirs qui sont indus aux villes et municipalités au Québec. Là, puis les conseils municipaux ont à décider s'ils agissent ou pas dans de telles circonstances. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le maire, sauf que je veux juste vous laisser savoir qu'on a quelques petits soucis techniques au niveau de la connexion Internet. On a pris les questions et on a mentionné aux gens que ça va être diffusé en différé sur Facebook, oui, mais sur la chaîne YouTube aussi, avec probablement une meilleure qualité. Donc, on s'excuse pour ça. Puis, plusieurs personnes mentionnent le désir d'avoir une autre session. Donc, je voudrais peut-être juste préciser que ça sera disponible. Parce que l'enregistrement n'était pas de bonne qualité? Oui, c'est ça, mais ça va être enregistré et diffusé sur YouTube, donc juste vous mettre au courant. OK, mais je pense qu'aujourd'hui, c'était un élément d'information. Ce qui est important de savoir, c'est que toute question peut être envoyée là, jusqu'à la dernière étape de l'adoption du règlement. Jusqu'au second projet, excusez-moi. Oui, vous faites bien. Donc, le second projet, on parle du mois de 13 mai? 11 mai? Donc, si vous voulez solliciter ou sensibiliser les membres du conseil à une réalité, là, vous pouvez toujours envoyer des questions. Ce n'est pas parce qu'il y a une consultation écrite qui est terminée
que le processus, finalement, pour entrer en contact avec vos élus, pour leur partager une préoccupation que vous avez, est terminé. Ça, c'est une fausse croyance. Tous les élus sont disponibles. On a un conseil municipal qui est à l'écoute de la population. On est convaincu que la proposition réglementaire que nous faisons là, c'est le résultat d'une écoute de toutes les parties impliquées dans ce dossier-là. Donc, la Ville de Saint-Colomban, le propriétaire, les riverains, puis la population générale, là, je pense que tout le monde a à gagner à cette proposition-là. Ça, c'est la propension du conseil municipal, suivant l'accumulation d'informations, puis l'étude, je dirais l'analyse de tous les propos qu'on a entendus depuis qu'on est mêlé à ce dossier-là. Donc, à ce titre-là, si on a oublié quelque chose, si vous voulez vous assurer qu'on a considéré quelque chose, je vous invite à écrire à tous les élus. Concernant les pépins techniques, bien, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais la volonté de faire cette séance d'information-là, c'était une réaction un peu aux gros pépins qu'on a eu en termes de connexion à Internet. Donc là, on a un plan A, plan B, plan C. Donc, on est capable d'enregistrer indépendamment de notre connexion Internet. Donc, si le direct n'est pas de qualité, est-ce qu'on a un enregistrement parallèle qui le sera? Donc, on me fait signe que oui. Fait que ça va être possible, aussitôt terminé, aussitôt déposé sur notre chaîne YouTube, de pouvoir écouter sans avoir à subir J'ai compris qu'il y avait peut-être des coupures momentanées là, dans la diffusion. Donc, ça va être possible. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que par du temps où j'ai intervenu, il y avait d'autres questions? Comme vous voyez, moi, je suis là pour répondre aux questions. Je peux encore laisser 2 minutes là, si les gens réfléchissent en même temps pour envoyer des questions. Mais vous savez, là, on a une volonté de travailler de manière transparente avec toutes les parties ici. C'est le résultat de cette proposition-là. Là. Nous, on travaille avec le souci de prendre la meilleure décision possible. C'est vraiment comme ça qu'on a pensé ce dossier-là. Juste un moment, si vous me permettez, je ne vais pas oublier personne. On a Maxime Rubédard qui pose une question, mais je crois que ça a déjà été répondu concernant est-ce qu'il y a déjà des projets de développement prêts à être lancés. On a répondu que non, il n'y avait pas de projet en ce moment. Non, pas à l'heure actuelle. On a Mélanie Courteau, rue de l'Aigle. Est-ce qu'un cinéparc sera possible sur le reste du territoire? La réponse est, est-ce qu'il y a d'autres zones? Oui, il y en a 3-4. Il y a 3-4 zones possibles. Là. Ceci dit, ça prend un projet et un promoteur intéressé à le développer. Là. Mais c'est les mêmes zones où s'appliquait la réglementation C4. Fait qu'il y a 3 autres zones applicables, si je ne ou 4 autres zones. Je pense qu'il y avait 5 zones impliquées. Donc oui. Parfait. Puis on a un commentaire concernant les plans, les cartes. Donc je crois qu'au niveau des coms, on pourrait les mettre disponibles en commentaire ou les rendre peut-être accessibles plus facilement. Puis aussi au niveau des coms, on pourrait encourager les gens à poser des questions, garder un œil ouvert pour être certain de ne pas en rater et de les transmettre à qui de droit. Excellent. Donc, je laisse un peu. Est-ce que. Donc, je propose jusqu'à 19h50, puis ensuite, on pourrait clore la séance d'information. Je vais en profiter pour faire le mot de clôture. Comme vous le voyez, dans ce dossier-là, on a toujours été ouvert à faire des séances d'information qui allaient bien au-delà de ce que la loi nous imposait au niveau du minimum. Je pense qu'on a toujours tenu à faire des séances d'information puis à maintenir les gens au courant des tenants et aboutissants de ce dossier, sans jamais négliger nos obligations réglementaires. Ça, c'est super important pour nous. Donc, à ce titre-là, je répète encore l'invitation. Si jamais vous avez des préoccupations, je vous invite à m'écrire. Je vous invite à écrire au service d'urbanisme aussi. Ils sont disponibles pour répondre à vos questions, inquiétudes, préoccupations s'il y a lieu. Aux membres du conseil aussi. Donc, tout est mis à votre disposition. La prochaine étape, ça nous amène au 13 ou au 11 mai, donc mardi prochain, la séance ordinaire de l'Assemblée municipale de la Ville de Saint-Colomban. Donc, ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. C'est un exercice qui est intéressant de faire une séance d'information par caméra. On est quand même, si vous vous rappelez, là, c'est quand même extraordinaire qu'on puisse prendre les questions en direct.
Quand nous sommes arrivés, là, il n'y avait pas aucun outil web diffusé qui était mis en fonction. Puis on n'a jamais eu peur de répondre aux questions. Donc, mon nom est Xavier-Antoine Lalande, je suis maire de la ville de Saint-Colomban. J'étais accompagné de la directrice générale, Mme Stéphanie Parent, et du directeur du service d'aménagement, urbanisme et environnement, M. Dominique Lirette, dans cette séance d'information-là. Au plaisir de vous voir lors de la séance ordinaire mardi prochain, le 11 mai. Merci beaucoup.